Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Framer Motion, qui est une librairie qui va vous permettre de créer des animations avec React. Donc c'est une librairie qui offre pas mal de fonctionnalités. On a des animations qui peuvent être pilotées avec différents systèmes de transition, un système de variantes qui va permettre d'orchestrer des animations pour pouvoir les enchaîner les unes derrière les autres, la gestion des mouvements de souris, le système de drag and drop et plein d'autres choses. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer un petit peu de le découvrir et de vous montrer quelques cas d'utilisation de Framer. Donc pour pouvoir commencer à l'utiliser, au niveau de notre projet, on va installer Framer Motion comme dépendance. Donc je vais utiliser mon gestionnaire de paquets, donc moi ici ça va être npm, et on va faire un npm install framer-motion. Une fois installé, on va pouvoir importer au niveau de notre code JavaScript motion from Framer Motion. Cet objet va contenir différentes propriétés correspondant aux différents éléments HTML et va nous permettre de créer des éléments HTML animés. Donc par exemple ici, plutôt que d'avoir simplement une div, je peux écrire motion.div. Et attention, pense à bien fermer un motion.div. L'avantage, c'est que ça va rajouter des propriétés supplémentaires liées aux animations. Typiquement, je peux rajouter une propriété initiale qui va me permettre de donner une valeur initiale à mon élément. Je peux lui dire, je veux que par défaut, mon élément ait une opacité de 0. Ensuite, on aura une propriété animate qui permettra d'indiquer la valeur que l'on souhaite animer. Typiquement ici, je vais lui dire « Je veux avoir une opacité de 1 ». Maintenant, lorsque mon élément va arriver pour la première fois sur la page, automatiquement il aura cet effet d'animation. On peut piloter comme ça l'opacité, mais il y a tout un tas de propriétés que l'on va pouvoir utiliser. Typiquement, on a X qui va permettre d'appliquer une transformation. Je peux lui dire que par exemple, l'élément il commencera à droite, et lorsque on l'anime, on veut que son X passe à 0. Automatiquement, ça va utiliser le système de transformation CSS pour faire cet effet-là. Et on voit que l'effet de transition a en plus un petit effet de ressort. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut animer comme ça l'élément lorsqu'il va rentrer, mais on peut aussi gérer l'animation en fonction de l'état. Ici, j'ai un petit bouton qui permet de passer un booléen de true à false. Donc plutôt que de préciser une valeur initiale, je vais lui dire si l'élément est visible, donc si open est vrai, dans ce cas-là, je veux que le x soit 0, sinon je veux qu'il soit à 100. J'anime ça un peu comme je le ferais avec une propriété style. Automatiquement, c'est Framer Motion qui va se charger de transitionner entre les différentes valeurs. Si je clique sur Afficher et Masquer, on voit que l'élément se déplace d'un cran vers l'autre. On peut en plus, évidemment, combiner les animations. Par exemple, je peux lui dire, j'ai envie aussi que l'opacité, si l'élément est visible, dans ce cas-là, l'opacité sera à 1, sinon elle sera à 0. De la même manière, j'ai une propriété Rotate pour gérer une rotation. Si l'élément est visible, je veux une rotation de 0, sinon de 45 degrés. Et automatiquement, c'est lui qui va se charger de gérer les choses. Et là, on a notre petit effet. L'autre point intéressant, c'est que les animations peuvent être pilotées en fonction de gestes. Typiquement, on peut lui dire lorsque on passe sur un élément, j'ai envie que l'élément grandisse. Donc là, on a une propriété qui s'appelle while, et vous allez avoir différentes fonctions dessus. Et on a par exemple le while over. Et dans ce cas-là, on peut lui dire qu'on veut un scale de 1.2. Lorsque on passera notre souris sur l'élément, il grandit. On a aussi un while tap par exemple, qui permet d'afficher cet effet de transition lorsque l'on clique dessus, lorsque l'on maintient le clic. C'est intéressant pour avoir un petit feedback utilisateur. Quand je clique sur un élément, hop, vous voyez qu'il grandit et il rapetisse dès que je lâche le clic. Donc ça permet de pouvoir faire des animations sans forcément devoir s'embêter à gérer un état particulier. Un autre point intéressant, c'est la possibilité d'utiliser des variantes pour pouvoir gérer plus simplement cet effet de transition. Là on le voit, on a dû faire osciller plusieurs valeurs et c'est pas forcément ultra pratique. Donc à ce niveau-là, on peut créer un objet qui va permettre de représenter les différents états de notre div. Donc cet objet, on va l'appeler boxVariance. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va lui donner en clé le nom de notre état, par exemple visible, et ensuite les valeurs à associer. Par exemple, le x sera à 0, l'opacité sera à 1, et le rotate sera à 0. Lorsque l'élément est animé, donc nous on va appeler cet état hidden, j'ai envie que le x passe à 100, je veux que l'opacité passe à 0 et le rotate, ce sera 45 degrés. Maintenant, lorsque je suis sur ma div, je peux lui passer ces variantes-là. Donc là, je lui dis les variantes à utiliser, ça va être boxVariance. Lorsque je choisis de faire un animate, plutôt que de lui donner un objet, je peux simplement lui passer une chaîne de caractères correspondant à ces différentes clés. Typiquement, je lui dirai si l'élément est ouvert, je veux qu'il soit visible, sinon je veux qu'il soit hidden. Et il va utiliser le système de variantes pour savoir comment il doit faire les animations. Si j'essaie maintenant de cliquer sur afficher ou masquer, j'obtiendrai effectivement le même résultat. C'est juste une manière un petit peu plus organisée de gérer les choses.
Donc par défaut, cet objet motion va contenir l'ensemble des éléments HTML. Typiquement, si je veux animer un lien, je peux faire motion.a, une navigation motion.nav, motion.button, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il est intéressant de noter qu'on va pouvoir aussi animer n'importe quel composant. Imaginons ici, j'ai un petit composant box et j'aimerais bien pouvoir animer directement ce composant qui contiendrait des propriétés supplémentaires. Pour que ça fonctionne, il est impératif que les composants que l'on souhaite animer soient des forward ref. Donc à ce niveau-là, plutôt que d'avoir simplement une fonction, je vais créer une constante et je vais lui dire c'est un forward ref. Donc ça recevra en paramètre children la référence et je vais passer cette référence à ma div. Donc c'est le seul prérequis pour qu'un élément puisse être animable. Une fois qu'on a cette forward ref, on va pouvoir l'utiliser et la transformer en élément animable. Pour cela, je crée une nouvelle constante. Moi, je vais l'appeler motionBox. Je vais pouvoir utiliser motion et je vais lui passer en paramètre le composant. Et ça va transformer notre composant en composant animable qui, comme notre motion.div ici, pourra recevoir des effets d'animation. Donc typiquement, au lieu de mon motion.div ici, je vais utiliser ma motionBox. Je vais donc pouvoir lui retirer cette class name, vu qu'il l'a automatiquement, et cet élément va être animé. Je ne verrai pas forcément de différence de comportement ici, mais on a bien notre effet d'animation au tap ou lorsque je le masque. L'avantage, c'est qu'après, si on veut mettre du contenu supplémentaire, on peut le faire, hop, et notre élément sera animé. Voilà, si ça ne fonctionne pas dans votre cas, c'est vraiment que vous n'avez pas utilisé le forward ref. Il est impératif que l'élément ait une référence parce qu'il utilise en interne cette référence pour déclencher les animations sur l'élément. Alors un autre point intéressant avec le système de variantes, c'est qu'il va permettre de pouvoir piloter des animations en cascade. Donc je vais créer plusieurs motion box, je vais alors retirer peut-être le while tap et le animate. Voilà, on va simplement avoir plusieurs motion box, une qui va s'appeler numéro 2 et une troisième qui s'appellera numéro 3. Et je vais reformater un peu mon code pour que ça soit plus clair. Je vais transformer maintenant la div parent en motion.div aussi. Et c'est sur cette div parent que je vais rajouter la propriété animate pour lui dire de mettre visible ou hidden. La particularité, c'est que ce animate va fonctionner en cascade. C'est-à-dire que si un parent change de variante, automatiquement tous les enfants vont changer aussi. Et ça me permet d'orchestrer facilement une animation. Si je clique ici sur afficher ou masquer, on voit bien que nos éléments disparaissent. Si au lieu ici d'avoir des motion box, on avait des box classiques, hop, et que on utilisait carrément dans nos enfants à ce niveau-là une motion.div, et c'est cette motion.div qui aurait les variances, l'animation fonctionnerait quand même, parce que c'est un enfant de cet élément animé. Là, on a un effet de transition qui permet de changer la variante, donc tous les enfants qui utilisent un système de variante vont réagir. Là, dès que l'on passe à hidden, ici, il va utiliser la variante hidden. Donc ça peut permettre de piloter les choses et de faire descendre de l'information assez facilement. Bon, moi, je vais revenir sur ma div classique. Là où ça va être intéressant, c'est que le parent va pouvoir lui aussi avoir des variantes qui vont permettre de spécifier comment va se dérouler la transition. Donc à ce niveau-là, on va créer une nouvelle constante que l'on va appeler wrapper_variance. Et on va lui dire que lorsque l'élément est visible, on veut une opacité de 1. Et lorsque l'élément est hidden, on veut une opacité de 0. Donc le parent aura une transition plutôt simple. Je vais retirer le changement d'opacité au niveau des enfants. Maintenant, je vais préciser que la div qui englobe mes différentes boîtes va avoir ce système de variantes. Donc au niveau de sa clé variance, je vais lui préciser d'utiliser le wrapper variance. Par défaut, si j'essaie de réactualiser la page, on va voir que les deux animations vont se dérouler en simultané. Il va masquer la div parent et faire les animations des enfants, à condition effectivement que ça soit des enfants animés. Voilà. Donc là, on a bien nos deux animations qui se lancent en même temps. L'effet d'opacité du parent et l'effet de rotation et de déplacement des enfants. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire aux parents « Attends peut-être que les enfants se soient animés avant de te déclencher ». Pour cela, on rajoute une clé transition. Donc ça, c'est une clé qui permet de piloter la transition. On peut par exemple changer la durée. Et je vais lui dire « When » et on va mettre « After Children ». Donc dans ce cas-là, ça veut dire « Fais cet effet de transition d'opacité seulement lorsque les enfants ont fini de s'animer ». Si j'essaie de refaire mon animation, on voit qu'on a d'abord l'effet de déplacement des enfants, et c'est seulement une fois que cette animation a fini que mon parent disparaît. De la même manière, dans le cas inverse, on peut lui dire, on veut d'abord que l'animation se fasse sur le parent, typiquement qu'il prenne une opacité de 1, et c'est seulement après que les enfants vont s'animer. Dans ce cas-là, lorsque je clique sur afficher masqué, on a d'abord l'effet d'opacité du parent, et ensuite seulement les enfants qui s'animent.
Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on peut rajouter un système de stagger pour lui préciser que chaque enfant doit s'animer l'un derrière l'autre. Typiquement ici, je lui dis prends 200 millisecondes et chaque enfant va être animé avec un délai de 200 millisecondes. Donc le parent a cette possibilité de piloter un petit peu le comportement des animations enfants. Tant qu'on est en train de parler des transitions, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de piloter une animation. Donc pour bien voir les différences, on va retirer cette transition-là et on va se concentrer sur les transitions à ce niveau-là. Donc les transitions peuvent être spécifiées directement au niveau des variantes ou peuvent être spécifiées en utilisant la propriété transition au niveau de notre élément animé. Donc le premier type d'animation, c'est si jamais vous spécifiez une durée, vous allez vous retrouver avec une animation classique, qui est plutôt linéaire. Si je clique sur afficher masqué, on voit que la première boîte, elle s'anime de manière linéaire. Donc ça, c'est typiquement le type Twin. Je vais retirer les autres animations parce que ça va être un petit peu trop perturbant sinon. C'est sensiblement identique aux animations que l'on a en CSS. On a la possibilité de préciser une courbe qui permet de spécifier comment ça va fonctionner. Par exemple, on peut avoir un effet d'accélération ou de décélération. L'autre type d'animation, c'est le type Spring. Donc dans ce cas-là, c'est une animation qui n'est plus spécifiée en fonction d'une durée, mais ça fonctionne avec le principe d'un ressort, sur lequel on va pouvoir spécifier différents paramètres, comme la raideur du ressort ou l'amortissement. Typiquement dans ce cas-là, c'est le comportement qu'on avait par défaut. On a un petit effet à la fin de rebond. Ce sont des animations qui sont un petit peu plus compliquées à piloter parce qu'on ne peut pas spécifier la durée. On contrôle en fait un ressort et on peut spécifier, vous voyez ici, c'est un ressort complètement détendu et donc il y a beaucoup d'effets de rebond. Donc pour donner des animations qui sont plutôt naturelles, Spring est très intéressant. Et enfin, on a un dernier type d'animation qui est Inertia. Donc ça, c'est des animations qui vont être intéressantes dans le cas où on réagit à une action utilisateur, où on va pouvoir lancer notre animation avec une vélocité initiale. Dans ce cas-là, l'animation ne va pas chercher à obtenir pile poil le résultat donné, mais ça va permettre surtout de donner une direction. Si je clique ici sur afficher masqué, vous allez voir qu'à chaque fois, il va faire bouger légèrement l'élément. Et en fonction de la vélocité que l'on donne, on va pouvoir le faire avancer plus ou moins fort. Donc ça, c'est trois types d'animations qui peuvent correspondre à différentes situations. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser Framer Motion, c'est que ça nous permet de piloter des animations assez complexes. Alors maintenant, on va parler d'un autre type d'animation qui est intéressant, c'est le layout. Le layout va permettre de gérer des animations intelligentes. Dès qu'un élément se déplace, on va pouvoir demander à Framer de calculer comment il va devoir animer l'élément. Pour vous donner un exemple concret, on va s'imaginer ici créer un tableau. On va l'appeler Items et on va lui dire de créer un tableau qui varie en fonction que l'élément soit ouvert ou non. Donc on va dire, on met 5 éléments à l'intérieur et ces 5 éléments, on les réorganise. Donc là, on aurait 3, 2, 5... 1 et 4. Maintenant, je vais générer mes motion box dynamiquement. Je vais lui dire, parcours l'ensemble des items, et à chaque fois que tu rencontres un item, je veux que tu crées une motion box. On pense à mettre une clé, ça c'est très important, ça permet d'identifier les éléments. Et ensuite, on va retirer la partie transition et variante. Et pour chaque item, je vais mettre le nom à l'intérieur. Donc si je clique sur afficher ou masquer, on voit que les éléments sont déplacés, mais on n'a pas forcément un retour visuel. Donc c'est là où le système de layout est intéressant. On va juste rajouter une propriété layout et automatiquement, lorsqu'un élément se déplace, il va être capable d'effectuer l'animation. Donc je réactualise ma page, je clique sur afficher masqué et on voit qu'on a gratuitement un petit effet de transition. Pour arriver à cet effet-là, à chaque fois qu'un élément est déplacé, à chaque fois qu'il y a un changement d'état, il va mémoriser le rectangle qui correspond à cet élément-là, et lorsque l'élément est déplacé, il va générer la transition pour donner l'impression que l'élément se déplace. Donc ça fonctionne dans beaucoup de situations et c'est très intéressant. Pour vous donner un autre exemple qui est un petit peu plus concret, on va s'imaginer qu'on oscille entre deux pages. J'ai créé deux composants qui permettent de simuler deux pages, donc c'est typiquement ce que l'on aurait dans le cadre d'un site créé avec React. Donc lorsque je clique sur afficher ou masquer, on change l'image à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien qu'on ait un effet de transition entre cette image et la seconde. Donc le problème, c'est que dans ce cas-là, l'image elle est à différents endroits dans la structure et donc il n'y a pas de relation facile. Là, pour le motion box, ça fonctionnait parce que grâce aux clés, il sait que cet élément-là correspondrait à un autre élément dans le second rendu. Dans le cadre des pages, c'est un peu plus compliqué. Donc plutôt que de simplement utiliser Layout, on va utiliser Layout ID qui va permettre de donner un ID spécifique pour les animations. Donc dans ma première page, je vais transformer mon image ici en motion.image et je vais lui donner un Layout ID et je vais l'appeler image. Je vais faire ensuite la même chose pour ma seconde image. Donc je mets motion.image et je lui donne un Layout ID qui correspond. Donc ça sera image aussi.
Grâce à ça, Framer va comprendre la relation entre ces deux éléments et va maintenant effectuer la transition. Alors histoire d'éviter qu'on ait du scroll, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici plutôt une hache stack. Donc si je réactualise ma page, je clique sur afficher masqué et on voit que notre élément s'anime automatiquement. Donc dans le cadre où on changerait de page, ça peut permettre de conserver par exemple la miniature et de la faire grandir vers l'image de l'article en plus grand. Et ça c'est super intéressant pour des animations de layout complexes. Autre point intéressant avec Framer, c'est la possibilité d'animer des éléments qui apparaissent ou qui disparaissent. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile à faire avec React. Pour vous donner un exemple concret, on va effacer un petit peu ce que l'on a mis là, et on s'imagine que quand l'élément est ouvert, on affiche une motion box. Donc c'est souvent quelque chose que l'on fait dans React, on fait des affichages conditionnels de certains éléments. Et là j'affiche le numéro 1. Donc le problème c'est que quand je clique sur afficher, l'élément apparaît, mais lorsque je clique sur masquer, l'élément est directement supprimé du DOM. On ne peut pas demander à React d'attendre un petit peu. Et justement, avec Framer Motion, on va avoir un composant qui va permettre de solutionner ce problème-là. Ce composant, c'est le composant Animate Presence. Ce composant va prendre en enfant des éléments qui peuvent être supprimés ou ajoutés au DOM. C'est important d'avoir ces enfants-là en premier niveau. Vous ne pouvez pas avoir un élément qui est toujours présent, ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, au niveau de ces éléments-là, on va pouvoir indiquer comment ils vont se comporter lorsqu'ils sont ajoutés ou supprimés. Donc déjà, on va leur remettre les variances. Donc je vais ici remettre les box variants. On va préciser la valeur vers laquelle on veut animer. Donc typiquement ici, on veut animer vers du visible. Ensuite, on va dire que initialement, c'est hidden. Donc ça, c'est comme tout à l'heure et ça ne change rien. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'on peut rajouter exit, qui va nous permettre de spécifier l'animation de sortie. Et automatiquement, lorsque l'élément va être supprimé, Framer va mettre en attente la suppression. Et ensuite, c'est seulement une fois que l'animation est finie que l'élément va être véritablement supprimé du DOM. Si je réactualise, on a notre effet d'apparition initialement. Je clique sur afficher masqué. Notre élément fait l'animation et c'est seulement à la fin de l'animation qu'il disparaît. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que quand on clique sur afficher masqué, on a un petit délai avant que le layout reflète mon changement. Il attend que l'élément soit supprimé pour que ensuite le bouton remonte. Donc on a la possibilité ici de rajouter un mode qui est Pop Layout. Dans ce mode-là, lorsque l'élément est supprimé, il va directement changer la structure pour faire comme si l'élément était déjà plus dans le layout. Ça change un comportement, c'est que dès que je clique sur afficher masqué, vous voyez que c'est comme si l'élément n'avait plus de hauteur, il n'existait plus et donc automatiquement mon bouton remonte. Bon là comme ça c'est pas super parlant, mais si je vous montre un exemple plus concret, on peut s'imaginer ici qu'on a notre tableau qui change. Donc on a comme ça deux éléments qui sont supprimés au milieu de notre tableau. En enfant de mon animate présence, je vais utiliser un petit map. Je vais donner une clé pour chacun de mes items. Donc ça marche parce qu'effectivement on va avoir des éléments qui vont être supprimés ou rajoutés. Voilà. Là on va mettre le numéro de l'item en question. Et si je clique sur afficher ou masquer, hop, dès qu'un élément est masqué, le layout prend le relais. Et ça c'est intéressant. Alors que si on n'avait pas ce mode pop layout, d'abord il ferait l'animation de disparition des éléments avant de changer de layout. Et vous voyez qu'en termes de comportement, c'est pas forcément idéal. Donc dans cette situation, le mode pop layout peut être intéressant. Bon, concrètement, il faudrait une animation où l'opacité passe de 0 à 1 pour que ça nous parle un petit peu plus. Donc là, pour moi, c'est vraiment les choses essentielles à connaître sur Framer Motion. Je trouve que c'est les trucs les plus pratiques. Le Animate Présence pour gérer la disparition des éléments avec un effet d'animation, c'est quelque chose qu'il est extrêmement compliqué de faire nativement, donc avoir ce composant-là est extrêmement pratique. Et le système de variantes pour des animations plus classiques, c'est aussi super intéressant. Après, il y a quand même beaucoup d'autres choses que l'on peut voir avec Framer. Là, on va directement se rendre sur la documentation, on va simplement les survoler. Vous avez la possibilité de gérer le drag and drop. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple, on a une propriété drag sur un élément et on peut préciser des contraintes qui permettent de spécifier est-ce que l'élément peut se déplacer au-delà de cette contrainte-là. Donc pareil, on a un petit effet de ressort, mais si on lâche, l'élément est contraint. On aura la possibilité d'écouter lorsque l'utilisateur lâche le drag pour pouvoir ensuite reporter la valeur, par exemple, dans un serveur. De la même manière, on a aussi la partie reorder qui va permettre de gérer une réorganisation. Dès qu'on déplace des éléments, on peut mémoriser la position de l'élément pour pouvoir ensuite envoyer des données au serveur et on a un effet d'animation qui est plutôt intéressant. Pour la gestion du scroll, on peut piloter une animation en fonction de la progression de scroll. Il y a un petit exemple sur la documentation, mais typiquement, si on veut avoir un petit bandeau qui permet d'indiquer à quel point on est en train de lire un article, ça peut être pratique. Moi, je vous avouerai que le use scroll, je l'utilise assez peu. Mais ça peut être un exemple intéressant.
Vous avez d'ailleurs l'ensemble des hooks qui sont disponibles, qui sont expliqués sur la documentation. Concrètement, de base, quand on va utiliser Framer, on va assez peu utiliser les hooks, mais c'est dans des situations assez spécifiques ou lorsque vous voulez créer des choses qui sont réutilisables. Pour les composants, en revanche, vous avez ce composant-là qui est intéressant. LazyMotion va vous permettre d'optimiser un petit peu les performances. Le problème de FramerMotion, c'est que c'est une librairie qui est assez lourde et qui contient de nombreuses fonctionnalités. Et parfois, on n'a pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités-là. Donc LazyMotion, elle permet de pouvoir charger des fonctionnalités en fonction de ses besoins de manière asynchrone. Et ça permet d'optimiser les performances. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet-là, tout en bas de la documentation, vous avez cette partie Reduce Bundle Size. Par défaut, vous voyez que ça pèse 30 kg, c'est quand même assez important. Donc vous pouvez choisir d'utiliser M au lieu de Motion, qui est une version allégée. Et vous ne chargez que ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la documentation, cliquez sur les différents composants. À chaque fois, vous avez des exemples qui sont affichés qui vous permettent de voir des cas concrets d'utilisation et qui vous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je voulais vous présenter l'essentiel, c'est ce que moi j'utilise au quotidien, le Animate Présence et le système de variantes. Donc j'espère que cette librairie vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!